Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 57e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le Dieu du Monde des Ténèbres a été diffusé le 13 novembre 2021 et il couvre le début de la confrontation entre la coterie des héros et le Dieu du Mal. Il adapte de la moitié du chapitre 204 jusqu'à la deuxième page du chapitre 209, terminant ainsi l'incroyable volume 22 et débute sous les chapeaux de roue le volume 23 de l'œuvre originale. La réalisation ainsi que le storyboard de cet épisode 57 ont été confiés à Gaku Yano, dont c'est la seconde participation sur notre série. En effet, lors de l'épisode 40, il était simplement sur la réalisation. La promotion de Yano s'est certainement faite à cause d'un planning serré. Ce dernier est en effet retourné au job d'assistant réalisateur sur les épisodes 48 et 49 sans intégrer la rotation. Ce même planning serré est certainement la raison du pourquoi cet épisode reprend le manga case par case dans sa quasi-intégralité. C'est un problème. Faire un anime n'est pas juste reprendre une case du manga, de le mettre en couleur et en rajoutant quelques mouvements. Dans l'animation, le timing est très important, et l'épisode manque parfois de passages intermédiaires et de fluidité dans les transitions. Mais c'est vite pardonné par le gros point fort de cet épisode, les dessins. Il faut avouer qu'ils sont par moments sublimes, même si les phases de dialogue ont été sous-traitées. La direction de l'animation a été assurée par Yoshiyuki Chikawa, dont c'est la 6ème participation. Hisashi Kagawa, qui a supervisé cet épisode, a même rajouté qu'il s'était beaucoup investi, certainement motivé de travailler sur un passage du manga qu'il adore. Il est enfin temps d'analyser cet épisode 57, et nous verrons ensemble qu'il a pu nous régaler de plusieurs scènes très dynamiques. Allez, c'est parti! L'épisode reprend la fin du précédent, avec l'apparition du dernier boss de l'aventure face à nos héros. La mise en scène se veut solennelle, et reprend le thème de Vern mêlant violon et orgue. Contre toute attente, le dieu du mal débute les hostilités en envoyant un sort sur le corps inanimé de Baran. Dans le manga, les yeux de l'empereur étaient cachés quand il faisait l'éloge du chevalier dragon, et un fond noir était également présent. Cette mise en scène n'a pas été reprise, et permettait pourtant de bien mettre en valeur la froideur du personnage. En revanche, l'exécution de son sort est assez fidèle, et reprend correctement l'effet de traînée flamboyante quand il débute son incantation avec ses deux doigts. La case de base était impressionnante, et marquait la maîtrise magique absolue de Vern. Dans les planches initiales, la flamme était aussi entourée de scintillements quand elle se déplaçait, ce qui a été retiré ici. Pop comprend immédiatement que cette étincelle est une attaque de flamme extrêmement dangereuse et prévient vite ses amis de s'écarter. Sa réaction est moins dynamique que dans le manga, dans lequel un effet de vitesse était appliqué sur le personnage pour rendre la scène un peu plus véloce. Le cadavre de Baran est pris dans une tornade enflammée et nos amis assistent impuissants à sa crémation sous les rires de Vern. Les émotions sont dans leur regard bien retranscrites et on peut aussi voir la réaction de Gomé qui n'était pas présente dans le manga. Le corps du chevalier dragon finit par être entièrement consumé par les flammes. Même si on pouvait s'imaginer ce résultat dans la page de base, on ne voyait pas le corps de Baran être détruit entièrement. Et bien que cela soit un véritable crève-cœur, c'est une bonne idée pour renforcer l'impact émotionnel. Dai regarde avec colère l'empereur du mal, ce qui reprend une case magistrale du manga dans laquelle les émotions du jeune garçon étaient incroyablement bien mises en valeur. Il s'élance contre Vern et se fait immédiatement one-shot. Dans le manga, on pouvait bien voir le visage de Dai quand il prenait de plein fouet l'attaque de son adversaire, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un peu dommage. Alors que la bataille vient seulement de commencer, la coterie perd déjà son meilleur atout. Notre petit héros est hors combat. La terre, au regard vide. La case de base est très bien adaptée, et l'équipe d'animation a d'ailleurs repris la couleur des yeux de l'épisode 13 lorsque Dai était aussi inconscient, ce qui permet de créer une bonne continuité graphique pour cette adaptation crue 2020. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Le plan sur le dieu du mal est magnifique, et c'est sur ce passage que se concluait le chapitre 204 du manga, laissant les lecteurs sur un suspense incroyable. Toute l'équipe est choquée, mais Mam est la première à se reprendre et à sonner l'assaut. Pop lance un Merazoma pour contenir le sort de Vern. Le dieu du mal garde un sourire et un calme troublant, ce qui le caractérisait durant ce passage dans l'œuvre d'origine. L'attaque contre le magicien est également très fidèle, et la petite flamme du dieu du mal perd sans difficulté son sort de feu, l'enveloppant à son tour dans une tornade flamboyante. Alors que la tenue du mage avait été spécialement tissée pour le protéger des brûlures, celle-ci est complètement carbonisée après cette attaque. Vern fait alors une terrible révélation à l'équipe. Son sort n'était pas un Merazoma, mais un simple Mera. Leur différence de niveau est si élevée qu'un sort basique lui permet de surpasser le Merazoma de Pop. Ce principe reprend évidemment les mécaniques de Dragon Quest et des RPG en général. Ainsi, si un personnage de niveau 10 envoie un sort très puissant, il fera toujours moins de dégâts qu'un personnage de niveau 50 avec un sort des plus basiques. L'écrasante supériorité de Vern est magnifiquement mise en exergue avec des plans en contre-jour, ainsi qu'une vue de dos baignée de lumière. Tout est fait dans l'épisode pour marquer la dimension divine de ce terrible adversaire. Afin d'illustrer ses propos, tout comme il l'avait fait contre Dai,
le dieu du mal envoie son aura des ténèbres comprimée contre un mur, ce qui le détruit en un instant, et c'est cette même puissance qui a mis Dai KO en un instant. L'épisode reprend bien évidemment les planches de base, ainsi que le trou béant que l'on pouvait voir à la base. Pendant ce temps, Mam a bien du mal à soigner Dai, qui subit également les effets des blessures subies contre Adlar. Dans le manga, un fond noir soulignait la détresse de la jeune femme, et c'est un peu ce type de casse-signature qui faisait toute l'ambiance mature de l'œuvre d'origine. Le dieu du mal est las de ce combat sans challenge, et décide d'utiliser son propre Merazoma. Le moment était attendu par tous les fans depuis longtemps, et nous sommes enfin récompensés. Voici enfin une adaptation de l'incroyable Kaiser Phoenix, l'oiseau de feu créé par la puissance magique du dieu du mal. Pop ressent immédiatement à quel point ce sort sera dévastateur. Dans le manga, il paraissait davantage surpris qu'effrayé, et c'est une bonne idée d'avoir modifié son faciès pour rendre la scène plus marquante. Graphiquement, le résultat est à la hauteur de nos espoirs et a une sacrée gueule. La mise en scène a d'ailleurs repris les intentions d'origine, où l'on voyait petit à petit des morceaux de l'incantation. L'oiseau ouvre majestueusement ses ailes et est accompagné par une superbe musique. On peut dire que la case de base a été sublimée, et c'est de l'excellent travail. On notera également le calme avec lequel Vern donne le nom d'une de ses attaques ultimes. Alors qu'il domine intégralement l'équipe, il n'y met aucune forme d'effort. Le travail de son seiyuu, Takaya Hashi, renforce la sensation de danger, ainsi que la maîtrise absolue de la situation. Comme à son habitude, Yunkel utilise son propre corps pour protéger ses amis le temps que Mam finisse de soigner Dai. Dans la planche de base, on avait davantage la sensation qu'il subissait l'attaque, tandis qu'ici on a plus l'impression qu'il la contient avec ses bras. Malheureusement, toute résistance est futile contre Vern. Le dieu du mal enchaîne avec un deuxième Kaiser Phoenix, devant les yeux médusés de l'équipe. L'intention de base a été bien reprise dans le regard de Yunkel. Cependant, la réaction de Pop est plus comique ici, et celle de Mam est assez anecdotique en comparaison, avec son faciès d'origine qui était beaucoup plus marqué. Cet enchaînement de Kaiser Phoenix est une référence directe à la série Dragon Quest. Attaquer 2 fois par tour est en effet une spécialité du dernier boss de Dragon Quest 3. C'était une chose qui à l'époque a été une grosse surprise pour tout joueur qui arrivait jusque là. Le deuxième Phoenix s'élance avec un zoom sur le regard de Yunkel de toute beauté. L'attaque enveloppe l'équipe avec élégance, et un ralenti nous permet de profiter du plan, reprendant ainsi une des plus belles planches du tome 22. On pouvait vraiment ressentir une différence de niveau incroyable entre Vern et les ennemis qu'on avait pu connaître jusque-là. Cette sensation de puissance est légèrement ternie dans cette adaptation, lorsque l'équipe se prépare à la contre-attaque, puisqu'on a l'impression que l'effet de flamme n'est pas si terrible que cela. C'est un passage assez surprenant de l'épisode, là où la planche de base soulignait davantage le calvaire que nos héros subissaient. Yunkel lance alors un blow discret magnifiquement présenté dans le regard du dieu du mal. Ce dernier l'arrête avec une facilité déconcertante, et l'action nous permet d'ailleurs de bien apprécier l'effet circulaire de l'attaque. Vern confie à Yunkel que son regard est pur aujourd'hui, et que cela ne lui plaît guère. Les yeux du BG sont en effet dépourvus de haine, et même s'ils ont été bien adaptés par rapport au manga, il aurait été intéressant de les montrer pendant que Vern faisait cette réflexion. Crocodile prépare un terrible coup avec sa hache, et un zoom magnifique sur son œil délivre une rare intensité à la scène. Mam utilisait également ses arcanes contre Vern, mais l'équipe est très facilement repoussée. La scène est efficace, et plusieurs remarques sont à faire sur la lisibilité de l'action. En ce qui concerne Mam et Yunkel, plusieurs cases détaillaient comment le dieu du mal utilisait la lance du BG immortel pour le faire vindinguer. En revanche, l'utilisation de l'aura des ténèbres comprimée contre Croco est une excellente idée. L'attaque utilisée par Vern à ce moment-là n'était pas très claire dans le manga, étant donné qu'il n'y avait pas d'effet graphique particulier. Le dieu du mal tente d'en finir avec Mam, mais Yunkel la protège avec son corps plus BG que jamais. L'effet de l'animation peut être un peu trop molle par rapport au manga, dans lequel on avait la sensation que le BG avait été propulsé. On serait curieux d'avoir votre avis sur la question. Pop tente le tout pour le tout, et prépare de son côté un Medoroa, et il se dit intérieurement qu'il faut absolument que ça marche. Dans le manga, il y avait un effet de vitesse dans le fond de la case, tandis que le magicien espérait que sa stratégie réussisse. Le dieu du mal affiche pourtant un sourire confiant, alors que le sort lui est envoyé en pleine poire. Et pour cause, il utilise Maokanta, le sort de réflexion tiré de Dragon Quest 3, lui permettant d'être protégé de n'importe quelle magie. Quelques ajustements ont été réalisés dans cette scène. D'une part, le renvoi du sort est beaucoup plus explicite grâce à l'animation, là où les planches du manga étaient moins lisibles. D'autre part, un léger flashback de Matorif qui était présenté en arrière-plan a été supprimé. Il prévenait Pop de faire attention au sort de renvoi, mais comme nous avons déjà vu ce flashback contre Sigma, il n'était pas très utile de le remettre ici. Étant donné que le reste de la coterie est derrière lui, Pop est obligé de réaliser un deuxième Medoroa, pour annuler sa première attaque, ce qui le vide de son énergie magique. Le BG constate l'étendue de la différence de puissance. Vern est capable de les attaquer sans cesse. Pour chacun des coups des héros, le boss peut attaquer plusieurs fois.
C'est évidemment un autre clin d'œil au boss de Dragon Quest, dont la spécialité est de spammer les actions, rendant les combats parfois très difficiles. Acculé, l'équipe cherche un plan en chuchotant. Dans l'œuvre d'origine, les bulles avaient un format particulier pour montrer qu'ils parlaient à voix basse, afin d'éviter de révéler leur plan au dieu du mal. L'adversaire est trop puissant, et la coterie décide de s'enfuir avec Lura. Le faciès de Pop a été complètement modifié dans cette adaptation, dans laquelle il était très fermé. Là où à la base, il affichait un grand sourire contenté dans le manga. Malheureusement pour l'équipe, le Vern Palace est entouré d'un dôme magique qui les empêche de s'échapper. Seules les créatures ayant reçu un sort spécial peuvent sortir du palais. C'est sur cet incroyable cliffhanger que se terminait le tome 22, avec un Vern les regardant de haut. Le dieu du mal était alors entouré d'un fond noir, permettant de souligner l'implacable fatalité qui les attendait, et laissant à l'époque tous les lecteurs absolument bouche bée. Vern y sortait sa citation culte « On ne peut pas fuir devant l'empereur du mal ». Et c'est vrai, n'importe quel joueur de RPG le sait, l'option fuite est désactivée face au dernier boss. Le dieu du mal s'apprête à terminer la coterie avec un nouveau Merazoma, mais sa main se flétrit. L'animation reprend bien cette sensation de flux ressortant du membre du dieu du mal. Il s'agit du contre-coup du point ignescent de Mam, qui peut détruire les organismes vivants au niveau cellulaire. Même pas peur, Vern se tranche la main avec un effet lumineux qui semble être le juste milieu entre lisibilité et contrôle de la censure. Dans le manga, la planche était plus explicite et on pouvait voir l'intérieur du bras du dieu du mal. Mais étant de nature maléfique, il peut se régénérer, il faut alors faire vite. Mam comprend l'urgence de la situation, et Vern la provoque pour qu'elle tente sa chance. La mise en scène se veut intimiste avec l'utilisation d'un arrière-plan foncé. Cela permet de créer de la tension et de mettre de côté les autres membres de l'équipe, comme s'il s'agissait à présent d'un face-à-face. La jeune femme s'élance vers le dieu du mal, qui régénère immédiatement sa main et projette son aura. Heureusement, Pop sauve Mam en la projetant sur le sol. La scène est dynamique, et ça n'était pas simple d'adapter lisiblement les planches qui étaient très hachées et détaillées durant ce passage. Mam ne comprend pas pourquoi le dieu du mal savoure à ce point sa supériorité face à des adversaires aussi faibles. La force ne donne pas le droit de tout faire, et de troubler la quiétude des habitants de la Terre. Le faciès du dieu du mal change brutalement, et reprend avec magnificence la planche de base qui utilisait des jeux de noir incroyables. Le coup de pression est immédiat, et plusieurs plans magnifiques viennent agrémenter les explications du dieu du mal. Sa nature divine est magnifiée par les plantes sur son corps baigné dans la lumière, tandis qu'il explique comment le monde a été façonné par les dieux. Le royaume des dragons et des monstres se trouve loin sous la surface du monde. Aucun rayon de soleil n'y arrive. Parce que les humains sont les plus faibles, ce sont eux qui bénéficient de la lumière et peuvent vivre dans la paix, tandis que les démons étaient relégués aux enfers. Le but de Vern est donc de faire exploser la surface, et que la lumière se déverse dans son royaume, afin de réparer l'immense erreur des dieux. La mise en scène est très réussie, mais il ne faut pas oublier les planches du manga qui étaient également grandioses. En particulier lorsque le dieu du mal se tenait de profil, tenant le soleil dans sa main. C'est tout ce qui fait l'incroyable charme de Dai no Daiboken. Aussi malfaisants que soient certains adversaires, ils ont un véritable but, qui va bien au-delà de la simple recherche de la puissance, mais bel et bien d'un idéal à atteindre coûte que coûte. Pop réalise l'aspect surréaliste de cette conversation, il n'est qu'un simple humain, en face d'un dieu qui ne considère la Terre que comme un simple couvercle. Le pauvre en pleure, et l'équipe semble résignée face à l'insignifiance de leur existence. Dans le manga, la mise en scène était assez particulière, avec des fonds noirs et gris, comme pour souligner leur confusion et le fossé qui les séparait des dieux. Alors que tout semble perdu, Dai retrouve conscience et refuse d'abandonner. Ce revirement de situation concluait le chapitre 207. Le jeune héros mentionne tous ceux qui lui ont permis d'en arriver là. Pourquoi il pense que la force n'est pas tout? Pourquoi ce n'est pas la justice que lui a inculquée? L'épisode nous présente ainsi Papy Brass, Maître Avan et Baran. Toutefois, dans le manga, chaque illusion était agrémentée d'un texte qui expliquait ce que chacun lui avait apporté. La libération des monstres maléfiques de Dermlin, le don de soi et le cœur d'un chevalier dragon. C'est un peu dommage d'avoir mis ces éléments de côté. Les yeux de Dai étaient cachés à ce moment-là, et la page suivante nous montrait alors son regard plus déterminé que jamais. Non, la force n'est pas tout, et Vern a tort. Avec ses seules paroles et la force de son âme, Dai redonne du courage à ses amis qui se relèvent un à un. Le dieu du mal est bien obligé de reconnaître sa capacité à fédérer. Mais ça n'est pas la puissance de l'âme qui fait la force d'un individu selon lui. Et il lui envoie 2 Kaiser Phoenix de suite. Dai réussit à percer ses attaques avec un Avance Trash et à faire saigner le dieu du mal pour la première fois. Le visage du dieu du mal témoigne de sa surprise. Néanmoins, il était plus prononcé dans le manga, notamment avec la perte de sa pupille dans le regard. Le dieu du mal en a assez et décide de passer à la vitesse supérieure. Il affiche alors une détermination dans les yeux que nous ne lui connaissons pas jusque maintenant. On sent que Dai l'a baissé dans son orgueil.
Le dieu du mal envoie une tempête de yo, et comme ses sorts sont très faibles en utilisation de points de magie, il peut se permettre de les envoyer à la chaîne. Ils ont pourtant la puissance de Yonazun, rendant le terrain de combat en un champ de bataille chaotique. Et Dai a bien du mal à repousser l'ensemble des attaques. Contre toute attente, Miss Vern demande au dieu du mal d'en finir. Ce qui est assez surprenant au vu de la hiérarchie. C'est pourtant tout à fait fidèle au manga. Dans cet anime, cet échange est symbolisé par un fond violet, ce qui reprend les intentions de base où des nuances de gris permettaient de mettre en exergue la confidentialité de cet échange. Le dieu du mal lève majestueusement sa main pour générer plusieurs yo, et le travail sur les couleurs ainsi que les ombres laisse immédiatement présager un passage masterclass. Un zoom sur son regard déterminé donne un incroyable dynamisme à son attaque, tandis qu'il envoie une myriade de sorts sur Dai. Notre héros fait exploser son Dragonicora et renvoie toutes les boules de magie autour de lui. Vern est obligé de se protéger, et la musique s'envole en même temps que nos émotions. Ça y est, Dai a une ouverture qu'il ne faut pas laisser passer, et assène une terrible attaque sur le dieu du mal. La mise en scène est incroyable avec des zooms sur Vern et une gestion de la luminosité hallucinante. Le corps de Vern est totalement calciné et s'effondre. On a peine à retrouver notre souffle, tandis que nous sommes gratifiés d'un plan complètement fou de Dai. Quelle fin d'épisode! Waouh! C'était vraiment exceptionnel pour la série. Pour cette scène, le design se veut plus mature, notamment le visage de Dai qui pourrait interpeller plusieurs d'entre nous. Mais force est de constater que le résultat est à la hauteur par rapport au matériel de base. Quelques éléments ont été modifiés. Ainsi, dans les cases du manga, on pouvait mieux voir les boules de yo s'agglutiner autour de Dai, jusqu'à ce qu'il fasse exploser son aura. Le visage de Vern était également plus marqué lorsque notre héros arrivait à repousser l'assaut. Quant à Dai, son faciès était au contraire beaucoup plus posé, lorsqu'il se disait que c'était le moment décisif, ce qui était assez surprenant au vu de la situation. Bref, c'est un excellent travail qui a été produit pour terminer ce combat. Mais d'ailleurs, est-il vraiment fini? Vern est-il vraiment mort? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Cet épisode débute un combat qui était très attendu aussi bien par les fans historiques que par les nouveaux venus. Et oui, nous y voilà, Sa Majesté Vern entre enfin en action. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était à la hauteur de ce que l'on pouvait en craindre. Le dieu du mal nous montre aussi à quel point il surpasse complètement l'équipe. Le héros a été temporairement mis KO en un seul coup, et le reste de l'équipe a passé un sale quart d'heure. Rarement dans le manga un ennemi s'était autant amusé à malmener les personnages principaux. Le dieu du mal a vraiment bien été mis en valeur, et avec des plans de toute beauté et une musique majestueuse pour l'accompagner. Son seiyuu Takaya Hashi a également fait un superbe travail avec un ton calme et implacable digne d'un dieu, sans pour autant entrer dans la condescendance. L'épisode nous a également permis de découvrir le but ultime de Vern. La création du monde est une terrible injustice à ses yeux, et il compte bien apporter la lumière du soleil dans les enfers. On est donc loin d'un dernier boss cherchant le pouvoir à tout prix sans réel objectif. C'est la recherche de cet idéal, répréhensible mais compréhensible qui fait de Dai no Daiboken une œuvre qui s'éloigne des visions manichéennes et simplistes de bien des shonen. Tout n'a pas été parfait pour autant, avec notamment un manque d'homogénéité graphique, et des plans parfois assez pauvres hors des phases d'action. On pourra aussi reprocher quelques scènes moins bien amenées que dans le manga, comme lorsque Dai part de ses différents mentors, ou quand Vern utilise la lance de Yunkel pour le balancer en même temps que Mam. Mais on va pas bouder notre plaisir, car plusieurs passages de l'épisode ont présenté de superbes animations, en particulier la dernière attaque de Dai qui a vraiment été de toute beauté, et qui ravira les fans de l'œuvre. Cela restera très probablement un des moments les plus forts de la série. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous. Cette 57e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.